temps, il y a ça. Donc, sans plus tarder, je présente Marc-Étienne Léveillé sur Malware côté serveur. Cool, merci Jonathan. Merci beaucoup de vous être déplacé quand même en assez grand nombre aujourd'hui pour venir voir ma présentation, malgré le froid, il est quand même froid aujourd'hui. Donc, ça va être ma seule slide en français. Messieurs, je réutilise un slide deck que j'ai déjà utilisé avant. Puis, en fait, il y a beaucoup... Je vais dire malware au lieu de logiciel malveillant si ça ne vous dérange pas. On va mettre ça au clair tout de suite, ça va être plus simple. Ouais, c'est ça, exact. Je vais le répéter souvent dans la présentation, puis c'est un peu plate à répéter. Fait que dans le fond, je vais parler surtout du côté opérationnel du malware, côté serveur. Donc, comment ils vont gérer, dans le fond, l'infrastructure de systèmes compromis. Et puis, je vais commencer par me présenter. Donc, je fais de la recherche chez I7. Nos bureaux sont ici à la Polytechnique, dans le GMA-Bombardier. On est une dizaine là, à Montréal qui font de la recherche sur le malware en général. Puis, dans cette équipe de recherche-là, moi, je me concentre surtout sur ce qui est OS X, puis tout ce qui est Linux, en fond. Aujourd'hui, ça va être une présentation surtout sur du malware Linux. Et puis, je suis un gros fan de CTF aussi. On essaie de participer le plus possible, d'organiser, en fond, Montréal, si vous ne connaissez pas déjà. On fait une fois par mois un meeting où est-ce que... vous connaissez pas mal déjà tout ça, où est-ce qu'on présente des exercices de CTF. Tout le monde peut participer, puis il y a quelqu'un qui présente la solution à la fin. C'est ça. Donc, je suis parti des groupies, on va partir vers des CTF internationales. Puis, souvent, on fait ça avec des gin tonic. La présentation d'aujourd'hui, je vais présenter sur ce qu'on a appelé Opération Windigo. Ensuite, je vais un peu parler comment ils automatisent leur infrastructure. Comment que nous, on a fait pour avoir toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Puis, un peu sur comment on s'est pris pour essayer de contrer, dans le fond, qu'est-ce qu'ils utilisent. Je parlais de moi, mais j'aimerais ça avoir une petite idée de la crowd aujourd'hui. Fait que je vois qu'il y a beaucoup de monde de Poly. Qui c'est qui n'est pas de Poly? Cool, quand même beaucoup. Qui a déjà fait d'analyse de malware Linux en général? Qui a déjà regardé? Personne? Même pas des scripts PHP ou du Perl? Ouais? OK. Dans les CTF? Ouais, OK. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que dans les CTF, c'est vraiment ce qu'on retrouve vraiment là, qu'on dit des fois en anglais in the wild, à l'état sauvage. Je vais présenter, c'est ça, je vais baser la présentation sur Opération Windigo. C'est quoi Opération Windigo? C'est un ensemble de logiciels malveillants qui marchent ensemble pour rediriger du trafic web, puis envoyer du spam. Donc, c'est le gros résultat, dans le fond, de leur des serveurs qui compromettent. Le but final, c'est vraiment de la redirection puis du spam. Un truc qui est vraiment intéressant à propos de Windigo, c'est que toute leur infrastructure, ou presque, roule sur les serveurs compromis. Donc, ils maximisent les serveurs qui ont le nombre d'IP qu'ils ont, les ressources qui sont disponibles pour les utiliser dans leur opération. On a sorti un rapport au mois de mars, au début mars, à propos de Windigo. Donc, si jamais vous voulez plus de détails par rapport à ce que je présente aujourd'hui, en fait, la présentation d'aujourd'hui, c'est pas comme un résumé du rapport, c'est vraiment qu'est-ce qui est pas dans le rapport. Dans le fond, le rapport, il va avoir beaucoup de détails sur les malwares, l'analyse de chacune des composantes. Un peu sur aussi les liens entre les différentes composantes. Mais aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est comment on est arrivé à faire un rapport comme celui-là. Puis c'est quoi qu'on a vu, dans le fond, qui n'a pas pu être dans le rapport. Faute de temps, faute de beaucoup de choses. C'est quand même assez gros, là, c'est presque 75 pages. À un moment donné, il fallait décider, OK, ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant.
Puis, il y a une partie qui est intéressante qui ne l'a pas faite, puis c'est ce qu'on va voir ça. On a collaboré avec beaucoup d'organismes, CERT-Bund qui est en Allemagne, le CERN, l'accélérateur de particules. Il y avait des gens qui s'intéressaient à des malwares que je vais présenter aujourd'hui, nous, puis SNIC qui est le Swedish National Infrastructure for Computing. Donc, suite à notre recherche, on est arrivé avec un diagramme qui ressemblait à celle-là. C'est vraiment petit. C'est normal qu'on ne puisse pas tout voir, mais je voulais quand même le mettre parce que c'est intéressant de voir toutes les différentes composantes avec leurs liens, en fond. Puis ce qu'on retrouve en haut, c'est le résultat, en fond, le spam, des machines Windows qui se font compromettre à cause de la redirection web. En bas, complètement, on a les opérateurs qui sont shieldés par vraiment plusieurs niveaux de reverse proxy ou de tunnels ou d'autres méthodes. Puis, ce qu'on voit mal, dans le fond, vu que c'est petit, c'est que la plupart de ces serveurs-là, à part les trois qu'on a mis en bas, c'est tous des serveurs compromis. Donc, c'est tous des serveurs qui ont soit des serveurs web, soit des serveurs dédiés qui ont été loués, mais d'une façon ou d'une autre, ils ont été compromis. Comment que l'opération fait pour grossir? En fond, ils volent des credentials, ils volent des mots de passe puis des clés SSH. Donc, on va voir plus tard, le noyau, dans le fond, de WinSgo, c'est une backdoor SSH. Je vais en parler plus en détail plus tard. Mais en fond, c'est comme ça qu'ils réussissent à grossir. Aussi, dans le fond, ils vont à la fois utiliser ces mots de passe volés-là pour installer du malware, puis éventuellement, possiblement l'utiliser dans l'infrastructure que je vais montrer dans la slide précédente. Donc, le but final de WinSgo, je l'ai un peu nommé en disant qu'il faisait de la redirection puis envoyait du spam. C'est vraiment monétaire. Fait que c'est, dans le fond, sur la slide générale de WinSgo, on parlait de crimeware. Dans le fond, c'est vraiment le but. Il n'y a pas d'espionnage ou de trucs comme ça. En tout cas, nous, on n'a pas été témoins de ça. Leur but, c'est vraiment l'argent. Donc, ils vont installer du malware sur les ordinateurs Windows qui vont envoyer plus de spam, dans le fond. Puis, dans le spam, dans les copies de spam qu'on a, c'est des liens vers des affiliate programs où est-ce que, au bout de la ligne, les gens finissent par payer pour soit participer à des casinos ou des sites de rencontres, des trucs comme ça. On a été capable d'avoir assez de données pour connaître le nombre de serveurs infectés dans le monde. Donc, on a vu plus que 25 000 systèmes compromis. Ils sont capables de rediriger 1 demi-million de clics par jour. Donc, quelqu'un qui va sur un site légitime, qui se fait rediriger soit vers de la publicité ou du malware. Il y en a 20% là-dedans qui s'en vont justement vers du malware. On a été capable, il y a une des composantes qui s'appelle Calfbot, que je vais parler plus tard, qui est capable d'envoyer plus que 35 000 millions de spam par jour. Donc, je vais passer au travers des trois composantes qui forment WinSgo, en fond. Le cœur, dans le fond, de WinSgo, c'est eBury. eBury, c'est quoi? C'est une backdoor OpenSSH et un backdoor qui va aussi voler les mots de passe. Donc, il va voler à la fois les clés, les mots de passe. Il va aussi laisser un root shell pour que les opérateurs puissent se reconnecter. Puis, ce root shell-là va laisser vraiment aucune trace sur le disque. Puis, il va voler à la fois quand le client SSH est utilisé sur la machine ou quelqu'un se connecte dessus. Fait qu'ils ont vraiment un set pour des patchs pour le serveur, puis pour le client. Il y a différentes façons là, que eBury peut être installé.
C'est ça qui remplace les binaires d'OpenSSH original, fait que SSH, SSHD, puis SSH add pour l'agent. Ou encore, il va remplacer une librairie qui est utilisée par ces trois binaires-là. Puis la librairie, elle va patcher OpenSSH quand elle va être mise en mémoire. Dans le fond, comment ça marche un peu la librairie? C'est intéressant, c'est rare qu'on en voit où est-ce que justement c'est pas le binaire directement qui est modifié. Donc, une librairie peut avoir une fonction constructeur. Une fonction constructeur, c'est du code qui est appelé quand elle va être loadée. Cette fonction-là, dans le cas d'Ebury, elle va regarder voir dans quel exécutable qu'elle se trouve. Est-ce que c'est dans SSH, SSHD ou SSH add? Elle va hooker les fonctions qui sont importées. Fait que par exemple, syslog, donc il va remplacer dans la table d'import l'adresse vers syslog, vers une de ses fonctions à elle. Ce qui fait que quand la backdoor est utilisée, il va juste pas caller le syslog du système, il va passer tout droit. Mais si c'est pas la backdoor, ben il va vraiment appeler le syslog. Il va regarder dans le cas de randomisation d'adresse, il va regarder voir où est-ce que le programme est loadé en mémoire. Puis il y a des patchs pour différentes versions d'OpenSSH pour aller remplacer des calls. Ça va être plus clair dans la slide suivante. Là. Et puis, donc c'est ça, il va patcher pour rediriger le flow vers lui-même. Ça, c'est un cas où est-ce qu'il va remplacer, dans le fond, une fonction qui est importée. Fait que par défaut, le segment, il est read-only. Il va le changer pour read-write. Il va aller chercher où la fonction originale pour pouvoir la caller, lui, dans son implémentation. Il va remplacer vers son hook. Puis finalement, il va remettre le segment read-only à la fin. Ça, c'est un autre cas où est-ce qu'il va patcher le code directement. Fait ici, il y a un call à key parse private pen. C'est une fonction interne au client SSH. Puis quand on fait un dump de mémoire d'une instance où est-ce que cette libkeyutil-là qui est malveillante, on va voir que le call a été changé dans le fond. Donc là, ici, le FFFFF fait référence à du code qui est dans libkeyutil.so. Puis ben, il va s'en servir pour garder la clé en mémoire. Puis les opérateurs peuvent aller la chercher après. Donc, comment il va réussir après ça à aller chercher les clés et les mots de passe? Ben, il y a deux façons. Les mots de passe sont envoyés directement, en fond, une fois qu'ils sont utilisés, dans des paquets DNS. Il n'y a pas juste le mot de passe, il y a le username, le port où est-ce que OpenSSH écoute, l'adresse IP pour qu'il puisse se connecter dessus. Fait qu'il y a vraiment tout ce qu'il a besoin. Il va encoder ça en hexadécimal, en fond, dans un paquet DNS standard. Probablement qu'ils utilisent ça parce que souvent, les gens ont tendance à ne pas firewaller le port 53. Puis ça a vraiment l'air d'un paquet légitime, excepté que c'est du data encodé en hex dans la query. Les clés sont trop grosses pour rentrer dans un paquet DNS, dans un paquet UDP. Fait qu'ils gardent en mémoire jusqu'à temps que l'opérateur utilise X4 qui est une commande là, disponible à l'opérateur pour aller chercher ces credentials-là qui sont en mémoire. Oups. La backdoor, elle, il y a un champ spécial. Quand le client SSH négocie avec le serveur, il va envoyer une version. Puis dans la spécification d'OpenSSH, la dernière partie au bout du tiret, ça peut être vraiment n'importe quoi. Les serveurs ne sont pas supposés le parser, ils sont juste supposés l'utiliser comme indice pour potentiellement négocier le lien. Dans le cas d'Ebury, il va utiliser ce champ-là pour avoir un mot de passe qui est encodé en hexadécimal avec la CAN, puis d'autres arguments. Donc, il y a un password de 11 bytes qui est en fait, dans le binaire, on a le SHA-1 de
mot de passe-là. Après ça, il y a une commande, puis un argument optionnel à cette commande-là. C'est aussi chiffré, en fait. C'est pas en clair. Le mot de passe, c'est pas directement dans le banner. Donc, il y a 5 commandes possibles. Xver qui va juste retourner la version d'Ebury qui est installée. Donc, ils traquent vraiment les versions de leur malware, à fond. Ils savent exactement, tu sais. Puis en plus, c'est comme 1.3.1, tu sais, comme ils ont vraiment. Puis quand ils rajoutent des features, c'est comme 1.4. Puis si jamais c'est comme des bug fixes, c'est comme. Il y a vraiment un bon versioning. C'est vraiment cool pour nous aussi parce qu'on peut plus facilement traquer qu'est-ce qu'ils font. Puis est-ce que ça vaut la peine d'investiguer des heures pour une version mineure? Ben, peut-être pas, tu sais. On le fait quand même parce qu'on sait jamais, mais ça nous donne des bons indices sur. On a vu des versions bêta puis alpha. X4 qui est pour justement aller chercher les clés et les mots de passe volés. Ça va aussi imprimer toutes les fois que quelqu'un a essayé d'utiliser la backdoor. Vraiment, il regarde voir s'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de copier ce qu'ils font puis d'essayer de se loguer justement avec la backdoor. Ils peuvent le savoir avec X4. Xbind qui est un peu spécial, ça rajoute une feature en fait dans OpenSSH qui n'est pas là. Quand on fait un tunnel, un remote tunnel avec -R, on ne peut pas choisir c'est quoi l'interface que le SSHD de l'autre côté va utiliser pour se connecter sur un remote. Xbind, ce que ça permet de faire, c'est justement choisir sur quelle interface qui va se binder. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est spéculation, on l'a pas vu en fait l'utiliser, mais on sait qu'il y en a beaucoup de spam à travers des tunnels SSH. Donc ils vont faire un tunnel SSH d'une machine vers un serveur avec Ebury, vers un serveur SMTP, disons Gmail ou Yahoo. Pourquoi ils font ça? Dans le fond, c'est pour utiliser la réputation de ces serveurs-là. Mais un serveur qui, disons, va avoir une dizaine d'adresses IP, c'est commun, en fond. Pour un serveur d'avoir plusieurs adresses IP sur Internet. Si il se fait blacklister une de ces IP-là, justement parce qu'il y en a trop de spam, ben, il peut pivoter puis utiliser cette commande-là pour utiliser une autre interface sur une autre adresse IP de la machine, puis continuer à envoyer son spam. La dernière, c'est XPSW, probablement pour password, qui va rajouter justement une clé XOR de 4 bytes supplémentaires pour chaque fois qu'il va essayer d'utiliser la backdoor après. Dans le fond, probablement, je ne sais pas s'il y a du monde qui ont essayé d'utiliser la backdoor pour se connecter. Mais en ayant cette commande-là, il est capable de setter, dans le fond, un 4 bytes additionnel que même avec le binaire, même si tu as craqué le SHA-1 du password de 11 caractères, même si tu as du trafic réseau qui date de avant qu'il ait seté cette commande-là, tu ne pourras pas te connecter dessus. Puis finalement, dans le fond, si tu veux un root-shell, ben, tu n'as juste pas passé de commande. C'est la carte des 25 000 sites infectés qu'on a vu. Donc plus foncé, il y a plus de monde. Mais c'est pas trop grave sur la map, fait que j'ai mis le top 5. Les États-Unis, l'Allemagne et la France ont beaucoup touché. Pas parce qu'ils étaient targetés. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Probablement pas parce qu'ils étaient targetés, mais plus parce qu'il y a beaucoup de data centers dans ces pays-là. Donc en France, on a OVH. En Allemagne, on a Etzner. Aux États-Unis, ben, Rackspace, il y en a plein. Fait que, c'est vraiment. J'ai pas de carte là, de où sont les data centers en général, mais c'est beaucoup des data centers et des compagnies d'hébergement qui ont été touchés. On a réussi à avoir un flux de mots de passe qui était volé à partir des serveurs. C'est une des façons qu'on a eu de compter le nombre de hosts infectés. Puis on a réalisé qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui utilise Root pour se connecter à distance sur Internet. On trouvait ça quand même intéressant. On parle de comme 40% qui utilisent Root direct pour se connecter. Donc, le deuxième composant que je vais parler,
C'est Sea-Dark. Sea-Dark, c'est différent. C'est une backdoor pour Apache, Light HTTPD puis Nginx. Donc c'est vraiment un patch set qu'ils ont pour ces trois serveurs-là. Puis le but de Sea-Dark, c'est de rediriger du trafic. Vous avez peut-être vu la présentation d'Olivier Bilodeau l'année passée sur Sea-Dark. Il est venu présenter à WASP. Fait que je vais passer quand même assez vite là-dessus, vu qu'il y a déjà eu une présentation. Mais c'était une des composantes de eBury. Puis, Olivier finissait... Parce qu'à l'époque, on commençait à comprendre le lien avec eBury puis Calbot, que je vais parler plus tard. Ouais, c'est ça. Donc, je vais passer peut-être un peu plus vite sur celle-là. Parce qu'on a déjà documenté, on a plusieurs blog posts, puis ça est inclus dans le rapport. Un truc intéressant, ouais, il utilise de shell memory pour garder son état. Fait qu'il y a comme zéro configuration sur le disque. C'est la même chose pour eBury, il utilise les mêmes techniques. Puis même en mémoire, il ne va pas garder rien en plein texte, ça va tout le temps être encrypté. Donc c'est la fonction qui va rediriger le trafic. C'est le flow de la fonction, le control flow de la fonction qui va rediriger le trafic. Donc en bas, on a la redirection, puis tous les boîtes jaunes, c'est les conditions avant que quelqu'un soit redirigé. Fait que c'est vraiment, ils font vraiment attention pour rediriger comme un minimum de trafic possible pour pas que les admins du système remarquent un problème. Fait qu'ils vont vraiment regarder si c'est un browser ou si c'est pas un système automatisé qui essaye de le poker. Regardez est-ce qu'il y a des headers de Chrome, Internet Explorer ou Firefox, donc accept language. Y a-t-il un referrer? Il va regarder aussi si c'est pas justement une tâche administrative qui est supposée être faite dessus. Donc ils veulent vraiment juste rediriger du trafic qui a l'air légitime. Puis aussi, ils veulent pas rediriger par exemple un get sur une image. Fait qu'ils regardent voir si c'est pas HTML ou PHP ou JavaScript. Puis il garde aussi un log de toutes les redirections qu'il a faites précédemment. Puis il va vérifier qu'il n'a pas redirigé cette IP-là dans le dernier 24 heures. Donc on va vraiment avoir juste une redirection pour un même user. C'est vraiment difficile si tu te fais rediriger, puis là tu vas essayer de le reproduire, ben, tu réussiras pas. Il va falloir soit que tu attendes, soit que tu essaies dans votre machine. Il y a vraiment un petit pourcentage des systèmes qui ont eBury qui ont Sea-Dark installé. Puis c'est un petit pourcentage aussi des systèmes qui ont un serveur web. Donc il y en a beaucoup qui ont eBury, qui n'ont pas nécessairement de site web dessus, le serveur web. Évidemment, ceux-là n'ont pas Sea-Dark. Mais de ceux qui ont un serveur web installé et qui ont eBury, ils n'en ont vraiment pas beaucoup. Ils pourraient vraiment rediriger plus de trafic. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de contrôler leur nombre de redirections pour justement rester le plus possible en dessous du radar. Fait qu'ils ont vraiment un nombre relativement constant à un demi-million de redirections par jour qu'ils essaient de garder. Fait intéressant aussi, ils essaient beaucoup d'installer Sea-Dark sur des sites de porn. Ouais, pas mal, beaucoup de sites de porn, finalement. Une des raisons pourquoi je pense qu'ils font ça, c'est que tu vas jamais te plaindre à ton site où est-ce que tu as téléchargé ta porn gratuitement pour te dire que tu as été redirigé par du malware. Il n'y a pas grand monde qui vont prendre le temps de faire ça. Fait que c'est ce genre de sites-là sont souvent les bonnes targets pour rediriger. En plus, ils ont vraiment beaucoup de trafic. Fait que d'après moi, c'est pour ça qu'ils installent Sea-Dark sur ces systèmes-là. Fait que ça, c'est la dernière slide qu'Olivier a présentée à WASP l'année passée, où est-ce qu'on avait fait le lien, dans le fond, entre Sea-Dark et eBury parce qu'ils partagent du code. C'est une fonction d'encryption, c'est un XOR bien ordinaire, sauf qu'il y a 4 constantes dedans qui sont les mêmes, puis c'est pas un algorithme qui est documenté sur Internet ou c'est pas un copy-paste d'ailleurs. Quand on a vu ça, on avait comme, OK, c'est peut-être comme ça, dans le fond, que Sea-Dark est présent sur les systèmes parce qu'il y a une backdoor SSH dessus. Puis quand on avait les données des systèmes infectés de Sea-Dark versus eBury, on a vite remarqué que finalement, tous les systèmes qui avaient Sea-Dark avaient aussi eBury. Aussi, il y a un autre truc qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on fait des notifications pour
serveurs qui avaient CDark. Donc, on envoyait des emails pour dire vous avez CDark, et vous nettoyer, blablabla. On envoyait des liens vers des blog posts qu'on avait. Mais ça revenait tout le temps. Puis les sysadmins ne savaient pas pourquoi. Dans les emails subséquents, on disait ouais, tu regardais aussi pour tel fichier pour eBury. Puis finalement, c'était vraiment ça qui était installé. Le dernier composant que je vais parler aujourd'hui, c'est Calvbot. Non, on est dessus. Calvbot, c'est écrit en Perl, contrairement aux deux autres qui sont des binaires ELF. Et puis son but premier, c'est d'envoyer du spam. Il y a une couple de trucs là, quand même cool pour justement pas apparaître sur le système. Donc il va se déliter une fois qu'il va être parti. Puis il va cacher son nom de process comme cronday pour essayer d'éviter dans le fond de se faire tuer. On a réussi à avoir du trafic des CNC de Calvbot. Donc Calvbot se rapporte à un serveur. Puis on a réussi à capturer ce trafic-là dans le fond avec tous les Calvbots qui se connectaient vers nous. Puis on a remarqué qu'il n'y avait pas juste Linux qui était affecté, mais on envoyait beaucoup de BSD, fait qu'OpenBSD, FreeBSD. Même des machines qui runnaient West End. Perl est installé là, sur West End, c'est vraiment facile de runner Perl. Mais aussi deux machines qui runnaient le Calvbot dans Cygwin, dans Windows. Ce groupe-là a réussi à gagner une couple de serveurs qui sont quand même gros. Canal.org a été infecté en 2011 par eBury. C'est comme les premières versions d'eBury, en fond. Si vous vous rappelez, en 2011, ils ont annoncé publiquement qu'il avait été compromis. eBury était sur ces systèmes-là. En début 2013, il y a cPanel aussi. Donc, cPanel avait un gateway SSH pour se connecter sur les machines de leurs clients quand les clients demandaient du support. Puis c'était une procédure normale de demander les passwords root des machines de leurs clients. Puis ils utilisaient cette machine-là pour se connecter. Puis cette machine-là avait eBury. Fait qu'on a vu une tonne de serveurs qui renaient cPanel en 2013 qui étaient infectés par eBury. On se demandait s'il n'y avait pas un exploit dans cPanel qui utilisait pour installer eBury. Finalement, on a réalisé que c'était probablement en lien avec ce serveur-là. Ça a été annoncé publiquement là, sur le site de cPanel. Donc pourquoi que on trouvait ça plus intéressant, plus avancé que la moyenne des menaces qu'on voit sur Linux? Il n'y a vraiment pas beaucoup de persistance sur le disque. En fond, la backdoor eBury, il va laisser aucune trace. Il n'y a pas de config, il va laisser tout ce qui va voler, en fond, il va le garder en mémoire. En shell memory. Les trucs pour eBury, dans le fond, de modifier seulement une librairie qui est utilisée par OpenSSH. Au lieu de modifier les binaires, c'est une façon, encore une fois, de rester le plus stable possible. Il va essayer de toucher le moins possible les services qui sont sur le système. Fait que il y a des machines qui restent infectées vraiment, vraiment longtemps avec eBury sans que personne ne le remarque, en fait. Puis finalement, ça a vraiment bien marché. Ils ont comme réussi à comprendre une quantité assez phénoménale de serveurs. Calvbot aussi va comme valider que la machine est capable d'envoyer des emails avant d'envoyer du vrai spam. Puis c'est ça, dans le fond, ils vont maximiser le plus possible, ils vont installer chacun des composantes qui fait du sens sur ce serveur-là. Donc comment ils font pour opérer un parc informatique de 25 000 serveurs? Donc, pendant un peu. Donc, on a dit, OK, est-ce que c'est des DevOps Malware Operators? Dans le fond, on a trouvé des scripts vraiment intéressants quand ils veulent installer eBury, CDark, puis quand ils scriptent, dans le fond, quand ils veulent monitorer leur réseau. Un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une feature d'OpenSSH qui est le Stream Redirection. Et dans le fond, ils ne partent pas nécessairement de shell ces machines. Ils vont vraiment piper un script, soit Perl ou Bash, vers une connexion SSH.
Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fond, ils vont comme cater un file dans SSH. Puis OpenSSH, lui, va le prendre, partir le process, puis il va l'exécuter. Donc, il y a deux phases, en fond. Il y a un script pour faire un peu de reconnaissance sur le système, savoir qu'est-ce qu'il y a installé, tout, qui est écrit en Perl. Puis après ça, il y a un script pour l'installer. Ils vont reporter à CDA toutes les erreurs puis toutes les informations qu'ils ont besoin. Fait que c'est en Perl. C'est pas offusqué, mais c'est comme des fois c'est comme compliqué à lire. Petit truc, si vous voulez reverse engineer du Perl, Perl TD qui fait une bonne job là, pour faire une première passe, là, aller faire les sauts de ligne aux bonnes places. Ce genre de choses-là. Après ça, ben, vous pouvez renommer chacun des variables une par une, puis en faisant des search replace. Puis, il y a aussi un module qui est BDparse qui permet de dépacker certains layers de Perl sans nécessairement l'évaluer sur le système. Le but, c'est de ne pas runner de malware sur votre système. Fait que ça, c'est une partie c'est le début, dans le fond, du script de reconnaissance, parce qu'il va, dans le fond, grepper pour son IP et son hostname dans tous les logs pour enlever, dans le fond, toutes les entrées qu'il aurait pu créer dans les logs. Ça a l'air tout croche, mais c'est surprenamment très, très efficace. Il fait comme quelques trucs comme, il y a des blacklists là, que ça ne dérange pas. Parce que, anyway, genre, souvent, c'est des affaires qui sont vraiment gros, puis il ne sera pas là-dedans. Il va comme éviter les gros fichiers comme de plus que 100 MB pour pas que ce soit trop long. Puis après ça, il va faire une passe, est-ce qu'il va grepper, voir est-ce que j'ai bien fait ma job. Est-ce qu'on retrouve encore telle ou telle information. Ce script-là va aussi regarder, voir est-ce que il y a des modules LD preload. Parce qu'il y a des modules LD preload qui vont te permettre justement de tracer tes calls subséquents, puis tout, de hooker des fonctions. Puis il veut pas justement qu'il y ait quelqu'un qui soit en train d'espionner. Il va regarder est-ce que le SSH est comme une configuration qui est plus restrictive que la normale. Il va checker qu'il est dans un jail. Il va checker si il y a des panels admin qui sont installés. Il va regarder, voir est-ce que c'est un honeypot SSH dans le fond. Il regarde si ce qui roule en ce moment, c'est bien le daemon SSH qui l'a callé. Il va regarder si c'est quoi les package managers qui sont installés. GCC et tout, parce que probablement que c'est là qui compile on-site, qui a besoin de ces tools-là qui sont installés. Ça arrive souvent qu'ils ne joignent pas pour installer, je ne sont pas installés s'il y en a besoin. Quand il n'y a pas de version de eBury qu'il peut utiliser avec la shared library, il va regarder voir est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour compiler OpenSSH. Puis il va aussi regarder voir si eBury est déjà installé sur le système. Ça doit arriver des fois qu'il loupe, là, que dans le fond, il y a déjà ce système-là dans ce truc, mais qu'il a perdu la trace dans le fond, puis il regarde dans le fond si c'est déjà installé. L'output, il semble parsable, fait que d'après moi, de son côté, après ça, ce qui print à CD-out, il est capable de le prendre, de le parser, puis de mettre ça dans une database. Possiblement. On n'a pas cette partie-là. Donc, il y a la partie que nous, on a vu que ce qui exécute sur les serveurs. Mais on n'a pas la partie où est-ce qu'il va prendre la sortie pour la stocker dans une database. Parce qu'il garde vraiment une trace de toutes les infections qu'ils font. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il va regarder, OK, comme celle-là, c'est un Debian. Puis, j'ai apt-get d'installer. Il va lister les RSIP qui sont disponibles sur le serveur. Comment? Ouais, non, c'est ça. Il y a aussi des trucs quand même cool qu'ils font pour passer des binaires. Fait qu'à la place de faire un wget sur la machine pour aller chercher un binaire à l'extérieur, un TORGZ, peu importe, ils vont l'inliner dans le script Perl
il y a une feature dans Perl qui fait que tu peux délimiter ton fichier avec __ data. Puis tout le reste, en fond, là, c'est un vim output. C'est un peu. Dans ce cas-ci, c'est printable. Mais en fond, c'est juste du binaire. C'est un tar_gz qui est à la fin. Puis il va, dans son script Perl, aller chercher ce data-là. Quand tu fais un wget, ben, si tu fais, mettons, un wireshark en même temps, ben, tu le verrais direct en clair. Ou tu pourrais hooker wget puis tout. Fait que de cette façon-là, ça passe dans SSH, puis il n'y a rien qui lande sur le disque finalement. Ils vont aussi changer fouler le package manager pour s'assurer que tout soit valide, dans le fond. Ici, on a l'exemple pour Debian. Il va aller voir les plus utiles, le fichier MD5 qui garde la trace de tous les fichiers pour ce package-là qui sont installés avec leur hash. Puis il va juste aller changer pour le hash du fichier qui vient d'installer. Puis ça marche super bien, au fond. APT, il va pas. APT, le package manager de Debian, ne va pas chialer sur rien après. Là. Pour RPM, c'est un peu plus tricky parce que il installe dans le fond un RPM qui va remplacer les plus utiles. Puis il veut s'assurer que le install date soit le même que l'installation originale. Fait que dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la date, il va la mettre dans une variable d'environnement. Puis il y a un module LC preload, un shared library, qui va overloader la fonction time, qui va mettre en LD preload. Puis quand time va être appelé par RPM, il va donner, dans le fond, la valeur de la variable d'environnement qui est setée. Fait que, dans le fond, le résultat, c'est quelque chose comme ça. C'est comme, OK, je pense que mon libkit n'est pas correct. Déjà là, ça prend la connaissance que c'est peut-être elle qui, dans toutes les librairies qu'on peut SSH dépend, qui est compromis. OK, Verify, il ne dira pas qu'il y a d'erreur. Si tu regardes les informations du package, la date d'installation, c'est la date originale. Le package est signé. Il n'y a rien d'évident qui permet à l'admin de confirmer que ce package-là était temporary. La seule chose qui est différente, c'est le key ID de la signature. C'est vraiment pas évident, mais si tu cherches cette clé-là, dans Google, tu trouves rien. En fond, ils ont généré des clés GPG. Puis, si tu regardes tes autres packages, tu vas voir que c'est le seul package de cette clé-là. Mais encore là, il n'y a rien qui est en rouge, avec un red flag qui pop. C'est vraiment pas évident. Une fois que Ebury est installé, il y a un script qui roule à tous les jours sur les machines. Dans le fond, il va se connecter à SSH une fois par jour ou deux sur les machines. Puis il y a un script bash qui permet de savoir est-ce que la machine est utilisée pour se connecter sur un autre serveur. Dans le fond, son but, c'est de voir est-ce que Ebury a manqué quelque chose. Est-ce qu'il y a des clés qui ont été rajoutées sur la machine. Puis dans ce cas-là, il va tout aller chercher. Il va aussi regarder, voir y a-t-il un serveur web qui a été rajouté. Pendant qu'il va essayer de monitorer, voir si ça va à peine SAC Dark. Puis c'est pas mal ça. Il regarde vraiment juste s'il y a eu des modifs par rapport à ce qu'il a vu la veille. Il y a d'autres trucs qu'on a trouvés qui sont pas dans. Que j'ai pas parlé, mais qui sont quand même vraiment intéressants, c'est que en fait, surtout pour CentOS, il va installer module SL Linux pour permettre au OpenSSH de faire les choses qu'il y a de besoin. Par défaut, dans le fond, si SL Linux est enablé, il y a certaines tâches que Ebury fait que normalement il n'y aurait pas le droit. Fait qu'à place de le disabler, ben, ils vont installer un module supplémentaire pour se donner les droits. Puis ça marche super bien. N'oubliez pas, là, son route sur les machines, ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs styles d'installation aussi. Donc, j'ai parlé des packages, mais
Il y a des librairies aussi. Il n'est pas obligé de temporer le package manager. Puis aussi, dans le fond, les patchs pour SSH qu'ils peuvent utiliser. Puis il va aussi regarder pour plus que 40 différentes backdoors OpenSSH. C'est plus que ce que nous, on a vu là, chez ISET. Ces gars-là ont comme une plus grosse visibilité sur les serveurs que ce qu'on a pu avoir à travers le temps. Il y a plein de trucs qu'ils utilisent qui sont aucunement documentés sur Google. Fait que d'après moi, ils ont compromis beaucoup de serveurs, puis quand ils ont vraiment beaucoup de méthodes pour essayer de détecter, voir si le serveur était backdooré avant. Puis on été capable d'analyser aussi plusieurs backdoors différentes. Puis ils ont des détections pour chacune de ces backdoors-là. Je parle de détection, mais c'est surtout des searches d'un binaire. Puis il va aussi voler, genre, en fond, tous les mots de passe puis les clés que ces backdoors-là ont volés avant. Parce que souvent, ils vont les dropper sur le disque, les autres. Puis il y a des scripts pour aller chercher. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec. En fond, je ne sais pas si il fait juste rien ou si il les écrase dans le fond puis il met sa backdoor à la place puis il enlève l'accès à l'autre. C'est comme on a jamais été dans cette situation parce qu'on avait déjà un serveur backdooré qui se sont connectés dessus. Donc pourquoi je parlais de DevOps malware operator au début? Parce que il manage dans l'infrastructure avec du code autant qui envoie sur les serveurs compromis que de leur côté pour se connecter sur toutes les machines. Donc c'est ça, ils vont essayer de leverager vraiment le fait que c'est OpenSSH puis que ce qui se passe dans OpenSSH, on le voit pas vraiment. Ils vont enlever tous les logs, tout est scripté dans le fond pour enlever le plus possible des traces qui sont passées. Puis ils vont aussi essayer d'enlever toutes les features de sécurité possibles pour que tout leur truc marche sans que ça lève de flag. Comment on a fait pour avoir toute cette information-là? Comment on a fait pour savoir les scripts qui roulaient à travers les connexions SSH? Fait qu'on s'est retrouvé dans des situations où est-ce qu'on avait des serveurs compromis en production, qui se passaient des choses, mais tu sais pas vraiment par où que ça passe, parce que justement t'as pas de log, t'as rien. Fait que là on s'est dit, ok, ces gars-là, ils ont root ces machines, ils ont les mêmes privilèges que nous autres. Comment on va faire pour les fouler, en fond, pour essayer de les espionner? Fait qu'on a pensé, bon, 6 logs, mais là, bon, évidemment, il y a des logs. Bon, les package managers sont tampered. Il y a aussi un truc cool que BE il fait, c'est que si jamais il détecte une interface en promiscuous mode, fait que si mettons vous partez Wireshark ou TCP dans sa machine, il va arrêter d'envoyer du trafic. Fait que ça verra pas. On pourrait essayer de core dumper genre constamment les process pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident, puis tu te ramasses avec beaucoup trop de data. Fait qu'on a trouvé que on pouvait faire une couple de trucs avec AuditD. AuditD, ça fait partie du kernel Linux. Ça permet comme le nom le dit, d'auditer certains événements sur le système. Puis dans notre cas, ce que nous on trouvait intéressant, c'était les syscalls. Puis aussi, il y avait deux syscalls qui nous intéressaient, execve, puis accept. Dans le fond, parce que on voulait savoir d'où c'est que la connexion venait quand il se connectait sur le serveur compromis. Puis comme il n'y a aucun IP dans les logs, en auditant accept, on pouvait avoir l'IP source dans le fond dans le socket. Puis execve évidemment parce qu'on voulait savoir c'est quoi les process qui partaient sur la machine. Bon, encore une fois, c'est très verbeux. Il y a beaucoup de détails quand tu enables ce genre d'audit-là. Comme là, il y a comme 3 commandes. Dans fond, il y a 2 execve. Ouais, 2 execve au début et à la fin. Fait qu'on peut voir, tu sais, comme dans quel. C'est quoi la commande qui exécute, c'est quoi les arguments,
dans quel path qui est à ce moment-là. Il y a différents outils pour les parser, là. Mais ça, c'est vraiment le raw output en texte. Il y a aussi une feature, en fait, mais c'est que si jamais il y a des caractères comme des espaces ou des caractères qui pourraient fucker certains parseurs, il va les mettre en hexadécimal. Dans notre cas, ça nous a beaucoup aidé parce que s'il essaie de grapper le fichier pour son IP, il l'aura pas parce qu'elle va être encodée en hexadécimal. Fait que nous, ça nous rend la job plus difficile parce qu'après ça, il faut comme l'apprendre, puis il faut l'enlever, passer d'hexadécimal à ASCII, en texte. Mais pour ces trucs automatisés, ça passe au travers, en fond. Donc, Audit Day, ce qui était bien, c'était qu'on a pu savoir que SSH partait un sous-process qui n'était pas Bash, qui était Perl. Mais là, on s'est ramassé, on savait qu'est-ce que Perl exécutait comme commande, les sous-commandes que Perl exécutait, avec execv, mais on n'avait jamais de script. Fait que dans le fond, on s'est dit, ben ok, on va man-middler le SSH pour justement pouvoir récupérer de l'information. Le faire sur le serveur en prod, c'était pas vraiment une option. Ça demandait vraiment trop de travail d'essayer de patcher OpenSSH pour pouvoir avoir la sortie. Puis il n'y a vraiment rien qui était fait de ce côté-là. Tandis qu'en allant out of band, en faisant notre infra à nous autres, ben on pouvait utiliser du code qui était déjà fait. Donc on a utilisé un tool qui s'appelle man-SSH qui est disponible sur signless.org. On a comme patché quelques trucs pour que ça marche pour notre cas. On a leaké des credentials, on savait déjà où que les credentials s'en allaient, puis on a attendu. Ça a pris... On a leaké des non-root credentials. Une semaine après, on n'avait rien, on a fait comme fuck it, on va leaker des root credentials, puis une semaine après, ben, il a installé Brewery sur notre machine. On pouvait voir vraiment qu'est-ce qui se passait, puis là, on avait vraiment le contenu des scripts. Dans le fond, c'est vraiment simple, là. On a... Non, je dis que c'est simple, mais il y a quelques défis techniques là, pour que ça marche. Mais on a deux machines séparées. Il y a un serveur qui est vraiment le serveur qui est à compromettre. Mais pour se rendre à ce serveur-là, dans le fond, on passe toujours par un gateway qui va agir comme man in the middle. Puis le man in the middle, ben, va avoir en plein texte l'information. On a mis un serveur de jeu, je pense, pour faire semblant que ce serveur-là était utilisé pour vrai. Puis on n'a même pas pu l'essayer, parce qu'on a remarqué que le jeu coûtait de l'argent. Puis, fait qu'on sait même pas... Ben, on sait qu'il marche, mais on n'a jamais joué dessus. Fait que dans le fond, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les scripts que je vous ai montrés avant. On a vu qu'il installait Berry avec le script Perl. Puis on a aussi vu le script qu'ils utilisent à tous les jours pour monitorer ces systèmes infectés. Fait que ça c'est beau, c'est la situation idéale où est-ce que tu peux justement avoir un gateway et tout. Dans la vraie vie, on n'a pas ce genre d'infrastructure-là pour tous les serveurs qu'on a qui roulent OpenSSH. Fait que je vais vous montrer quelques trucs qu'on a utilisés, qu'on a appris pour le faire, pour avoir le plus d'informations possible sur des serveurs en production. Attention, les gars roulent en route, fait qu'ils peuvent vraiment changer l'output de toutes les tools que vous pouvez utiliser. C'est vraiment un arms race, là. Tu sais, comme nous, on a été relativement chanceux avec Audit Day, parce qu'il checkait moins, mais tu sais, il aurait pu scripter de quoi qui fait que ça aurait pas marché. Fait que c'est un arms race, puis il a rajouté des trucs par rapport à Audit Day suite à ce qu'on a utilisé ça pour aller chercher l'information. Fait qu'ils vont, maintenant, ils checkent vraiment si les configs d'Audit Day ont été changés. Fait que le best, c'est toujours d'aller out of band pour pas justement qu'ils puissent changer leur technique.
Première chose, si c'est un process, Gcore, qui fait partie de GDB, permet de domper la mémoire de ce processus-là. Ensuite de ça, une fois que tu as un core dump, on peut prendre des strings dessus, on peut l'analyser avec GDB, puis il y a toujours IDA qui permet de reverser pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe. C'est vraiment un truc, tu sais, avant de tuer un process que je pense qu'il est malveillant, le fait d'avoir un core dump avant de le tuer, tu ne perds pas tes chances de potentiellement analyser quelque chose d'intéressant. Il y a une feature de le Tool File System Proc qui est quand même intéressante, qu'on a découvert, qu'on ne connaissait pas. En fond, quand un process est démarré, c'est possible d'aller chercher le binaire original, même s'il a été délité sur le disque. Il y a un lien symbolique un peu magique dans /proc/ l'ID du processus /exe. Donc, en fond, par défaut, dans une situation normale, c'est un symlink vers le fichier exécutable qui était parti. Fait que là, dans cet exemple-ci, on a Nginx, un Nginx qui est parti. On supprime le binaire sur le disque, mais le symlink, comme je l'ai, est un peu magique, puis il va dire comme « Ah, ok, l'exécutable était là, mais il a été délité. » Mais quand on essaie de le copier, après, ça marche. Donc, tu es capable d'aller vraiment chercher c'était quoi le binaire original, puis ça fait pas partie du core dump. Fait que c'est vraiment les deux items ensemble qui font que tu es capable de reproduire un contexte d'un process en allant chercher ce qu'il y a dans /proc, /pid, /exe, puis le core dump. Ils font beaucoup aussi de network evasion, fait qu'ils essaient vraiment de cacher, là, si vous vous rappelez le premier slide avec le big picture, il y a comme vraiment beaucoup de layers avant d'arriver entre les victimes, dans le fond, puis les opérateurs. Puis ils utilisent des SSH, des reverse proxy Nginx, en plusieurs layers. Ils utilisent des tunnels IP dans IP, qui est comme un peu moins connu. Puis ils vont aussi faire du NAT pour se cacher. Si jamais vous avez des trucs qui sont... quelqu'un vous dit vous servez de CNC pour telle menace, mais qu'il n'y a aucun processus qui écoute sur le port que quelqu'un vous dit que vous écoutez dessus, c'est possible qu'il y ait des règles de NAT dans le fond qui font juste rediriger le trafic ailleurs. Fait qu'on on voyait des choses comme ça, où est-ce que installer des règles iptables pour dater, genre, en fond, sur un autre serveur sur Internet. C'est tout à fait légal et possible de faire ça. Dans ce cas-ci, 53 UDP, fait que c'était du DNS qui redirigeait d'un serveur à l'autre. Puis ça marchait aussi pour la réponse, fait qu'il y avait la règle de DNAT, puis la règle de StationNAT sur Snap. Puis, dans le fond, nous, on envoie des emails pour dire « Ouais, regarde, il y a probablement un processus qui roule sur ce port-là. » Puis les gens nous revenaient, puis ils disaient « Non, j'ai rien, voici l'SOF, voici l'output de Netstat. » Puis bon, il n'y avait rien, mais effectivement, ils redirigeaient le trafic vers un autre serveur. Donc, c'est assez important à voir, surtout que c'est très difficile de sortir de la mémoire après. Si disons, vous avez un memory dump complet dans la mémoire, avec volatility, la machine était shut down, c'est difficile d'aller comme chercher la config avec tables qu'il y avait. Fait que si vous le faites avant de tuer la machine, vous avez plus de chances d'avoir les indices sur où est-ce que le trafic s'en allait. Un autre truc qu'on a appris, qu'eux utilisaient, c'est des tunnels IP dans IP. Donc, c'est possible de faire des tunnels non encryptés, là, d'encapsuler du IP dans du IP à travers Internet. C'est assez obvious parce que ça rajoute une interface quand on fait ifconfig. Donc, on va avoir soit tune 1 ou tune 2, peu importe.
puis un adresse IP interne. Puis une fois qu'on sait qu'il y a un tunnel, il y a IP Tunnel Show qui fait partie de IP Route 2, qui permet de lister, dans le fond, tous les tunnels qui ont été installés sur la machine. Puis, avec du NAT, dans le fond, c'est plus ou moins utile sans NAT. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir un LAN, puis ils vont faire du NAT en arrière, dans le fond. Fait que tout leur trafic va sortir pour cette machine-là. Ou va être tranché sur notre machine. Mais ça leur permet d'utiliser l'adresse IP de la machine, puis de rester caché en arrière. Ils utilisent beaucoup le shell memory, puis Aberry et Seedorg, c'est pas les seuls à se servir de cette fonctionnalité-là pour garder d'état. Ça fait beaucoup de sens sur un serveur parce qu'il reste allumé vraiment longtemps. Il y a vraiment un gros uptime. Fait que, au lieu de garder de la config sur le disque qui est obvious et qui est plus facile, en guillemets, de faire du forensic, ils vont utiliser de la shell memory. Puis, quitte à ce qu'ils la perdent s'ils rebootent, pour eux, c'est pas tellement grave. Parce que, anyway, ils vont pousser des nouvelles configs. Ils poussent des configs régulièrement. Pour aller voir s'il y en a qui sont créés, il y a IPCS puis SHM4. Il n'y a pas beaucoup de. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de processus légitimes qui s'en servent. Je sais que PHP s'en sert dans certaines configs, pas dans toutes. Mais OpenSSH, il se sert pas de ça normalement, mais dans le cas d'Aberry, il va s'en servir. Fait que, dans le fond, si on regarde sur une machine infectée, IPCS-M pour lister les segments de mémoire, puis avec "-p", tu peux voir c'est quoi le processus qu'il a créé. Puis dans ce cas-ci, c'était OpenSSHD, donc c'était pas quelque chose de légitime. Puis après ça, il y a SHM4 qui est un autre outil qui permet de domper le contenu de la mémoire. C'est plus ou moins utile dans le cas d'Aberry de domper la mémoire puis de Seedorg parce que c'est encrypté. Fait qu'à moins que vous ayez reversé le binaire puis que vous sachiez c'est quoi la clé pour déchiffrer le contenu, c'est moins intéressant. Mais si vous envoyez un binaire puis le dump, ben à ce moment-là, le forensic est possible. Donc, si on récapitule, ben ouais, c'est ça. En fond, out of band, c'est vraiment la meilleure situation parce que tu sais que tes outils que tu utilises sont pas en train de te mentir. Chaque fois que tu as un processus, avant de tuer un processus à la machine, que vous voulez avoir du fait d'incident response, puis vous voulez garder le plus d'informations possible, domper le contenu de la mémoire avec Gcore, puis aller chercher tout ce que dans /proc, dans le fond, peut potentiellement être utile. Puis, ouais, toujours regarder s'il y a des configs network étranges qui justement fouleraient votre forensic. Donc, avec ces informations-là, comment on a essayé d'automatiser un peu la défense? Donc, quand on a essayé de diminuer le nombre d'infections. Donc, on a sorti des IOC, des Indicators of Compromise, pour que les gens puissent les rouler puis déterminer s'il est infecté. Le Certbun a aussi une version des IOC qui est aujourd'hui un peu plus complète que la nôtre. Parce que nous, on a arrêté à un moment donné des mettre à jour parce que ça prenait une semaine puis il y avait déjà fait de l'évasion sur ce qu'on sortait. Donc on s'est dit, est-ce qu'on veut tout le temps être en train de les mettre à jour? On a en équipe décidé d'arrêter. Puis on s'est dit, si jamais les gens veulent avoir la version la plus à jour, ils peuvent nous écrire. Fait que le best, c'est vraiment de nous envoyer un email. On a un email wendigo@t7.sk, puis on répond avec les IOC. Fait que pourquoi que, dans le fond, on a décidé d'arrêter? Parce que c'est un arms race. Donc, il y a un des indicateurs qui était sur le shell memory. Donc, on disait, OK, regardez, voir s'il n'y a pas des shell memory avec des permissions 666.
qui sont partis par votre serveur web ou votre OpenSSH. Mais pas longtemps après, ils ont changé de permission, fait que le IOC ne marchait plus. Puis, ils n'utilisent même plus des shadows. Fait que, ils en font plus, ils utilisent des sockets, puis ils utilisent un process à côté, puis ils parlent avec ce process-là à travers des sockets Unix. Fait que tout leur processus d'IPC a changé. On a aussi sorti aussi par rapport aux fichiers infectés. Donc, ceux avant nous, on dit regardez vos binaires SSH, SSHD, SSH-add pour tel string. Après ça, il y avait libkutil.so. On disait, dans le fond, dans nos IOC, c'était regardez si vous avez un libkutil.so avec une taille de plus que quelque chose comme 25 ou 30 K. Mais après ça, ils ont changé, puis ils n'utilisent plus libkutil.so. Ce que je présentais aujourd'hui reste quand même valide. Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé, à part que ils vont avoir un fichier à côté qui normalement n'existe pas sur un système qui est libns2. Puis ils vont garder le libkutil, ils vont garder la taille exacte, mais à la place de linker vers libc, ils vont linker vers cette librairie-là qui contient juste le code Debury en fond. Puis après ça, Certboon a releasé mis à jour ses IOC sur son site pour dire que de regarder pour les BNS2, puis pas longtemps après, ils ont changé le nom de la librairie. Calbot, on regardait c'est quoi le spam qu'il envoyait, fait qu'on avait un faux client qui recevait des commandes du CNC. Donc il y avait 2 commandes que nous on implémentait qui était, en fait, il y en avait une là-dedans qu'on implémentait qui était TestSend, qui, dans le fond, envoyait une liste de emails auxquels on envoyait un email de test parce qu'il voulait s'assurer que, dans le fond, la machine était capable d'envoyer des emails. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté le TestSend, mais quand on arrivait au send, on le faisait pas pour vrai. Ils ont changé, dans le fond, ils n'utilisent plus TestSend, leurs emails sont inline dans le send. Fait que c'est comme rendu impossible de comme sorter pour dire qu'est-ce qui est leur adresse versus qu'est-ce qui est pas leur adresse. Fait qu'on a arrêté de le traquer au cause de ça. Comme un mois après notre rapport, ils ont mis à jour la version des Berry. Puis on retrouve dans les strings on a trouvé ça vraiment drôle. Qui rajoute une mention Good job is set and thanks for IDA. Fait que les gars, ils traquent vraiment qu'est-ce qu'on fait, là, puis probablement qu'ils regardent les présentations qu'on fait. On sait qu'ils regardent qu'est-ce qu'on fait. Tout ça aurait été très difficile si la plupart du monde avait utilisé du two-factor sur leur serveur. Y en a-tu qui utilisent du two-factor sur leur Gmail? Y en a-tu qui utilisent du two-factor sur OpenSSH? C'est ça. Étonnamment, j'avais d'autres. J'étais étonné à CISA Threads. J'ai donné une présentation très similaire à CISA Threads il y a un mois. Puis il y avait beaucoup de monde quand même qui utilisait du two-factor sur du OpenSSH. Puis j'étais impressionné. Mais ouais, c'est relativement facile. Il y a Google Authenticator qui est un projet qui est un peu sur respirateur artificiel, mais qui supposément marche encore. Pour faire du two-factor sur des serveurs. Il y a une couple de solutions commerciales. Olivier en avait un autre, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a des solutions qui existent en ligne, disponibles, gratuites, que n'importe qui peut installer. Puis, dans le fond, ça mitige vraiment le vol de mot de passe ou de clé. Vous n'avez pas besoin de copier vos clés privées SSH partout. Il y en a qui font ça, il y en a qui vont comme copier à chaque fois qu'ils vont essayer de hopper d'un serveur à l'autre, de copier la clé privée sur le serveur. Pensez pas que parce qu'il y a une passphrase est safe, parce qu'ils vont aussi voler les passphrases sur les clés. Donc, il y a un SSH agent qui permet justement de hopper d'un serveur à l'autre. Il y a quand même d'autres problèmes qui sont reliés à ça. Si il y a
la clé privée, dans le cas d'un SSH agent, ne sera jamais transmise au bar parce qu'il va renvoyer le challenge back à ta machine que tu trustes. Donc, il va, à travers le SSH agent, envoyer le challenge que tu es capable, que ta machine va envoyer la réponse, puis tout. Ça serait en théorie possible pour un serveur compromis d'aller demander à ta machine de répondre à un challenge. Ça ne donnerait pas ta clé. Là. Ça permettrait juste de potentiellement se connecter sur un serveur que tu t'es connecté. Dans le cas des Berry, on n'a rien vu par rapport à ça. Il va voler les clés qui sont ajoutées dans l'agent, mais pas quand il y a un socket de l'agent qui est installé sur une machine compromis. Ça serait vraiment compliqué de le faire. Et puis, dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Mais dans le fond, le baseline, c'est garder vos clés privées sur des systèmes que vous trustez. Donc, ça conclut un peu la présentation d'aujourd'hui. Donc, une des raisons pourquoi je suis ici, c'est justement pour faire la prévention, puis essayer le plus possible de spreader le mot à propos de WinSgo pour que le monde qui sont compromis puisse se cleaner. Comme je disais, il y a des systèmes qui restent compromis pendant des années. Puis, dans le fond, on essaye vraiment de cleaner le plus de machines possible d'Aberry. Un autre truc, c'est si jamais vous avez trouvé des trucs que vous avez de la misère à analyser ou que vous avez besoin d'aide ou que vous posez des questions, vous pouvez nous envoyer WinSgo et SatWinSK, puis on va pouvoir regarder ça. Ok, voilà.